Le 4 avril 1949, le traité de l'Atlantique Nord est signé à Washington. 15 nations souveraines indépendantes s'unissent dans une alliance défensive. Sa première tâche, empêcher toute autre expansion soviétique en Europe. Attaquer une nation serait attaquer toutes les nations. Au quartier général de l'OTAN à Bruxelles, des ambassadeurs représentant les 15 gouvernements constituent le Conseil de l'Atlantique Nord en session permanente. Ce conseil est le corps consultatif le plus élevé de l'Alliance. Il se réunit tous les 6 mois au niveau ministériel. Les ministres des Affaires étrangères et parfois les chefs d'État et de gouvernement y assistent. Le président du Conseil est le secrétaire général de l'OTAN, qui dirige un secrétariat international composé de ressortissants des pays membres. Les tâches quotidiennes de l'OTAN sont assurées par des comités. Il existe plus de 300 comités et groupes de travail ad hoc s'occupant de questions d'intérêt commun, allant des sujets politiques et économiques aux plans et aux activités de soutien de la défense et de la standardisation des armes à la coopération dans les domaines scientifiques et dans la recherche de solutions aux défis de la société moderne. Le comité des plans de défense assume la responsabilité politique pour toute question relative à la défense intégrée. Ce comité se réunit aussi régulièrement au niveau des ministres de la Défense. Le comité militaire, composé des chefs d'état-major alliés ou de leurs représentants, conseille sur toutes les questions militaires. Son président est assisté de son propre état-major militaire international. Le comité militaire guide également les commandants suprêmes alliés. La zone de l'OTAN est divisée en 3 commandements régionaux. Le commandement allié en Europe, qui couvre un territoire s'étendant du Cap Nord de Norvège à la frontière orientale de la Turquie, ne comprend pas la France, qui reste un membre de l'Alliance, mais qui s'est retiré de l'organisation militaire intégrée de l'OTAN en 1966. Le commandant suprême allié en Europe a son quartier général au complexe du Chep, près de Mons, en Belgique. Le commandement allié en Europe est subdivisé en 4 commandements subordonnés. Les forces alliées en Europe du Nord, AFNOS, à Kolsas en Norvège. Les forces alliées en Europe centrale, AFCENT, à Brunssum aux Pays-Bas. Les forces alliées en Europe du Sud, AFSOUS, à Naples, en Italie. Les forces aériennes du Royaume-Uni sont également sous les ordres du commandement allié en Europe. Le commandement allié de l'Atlantique s'étend sur 31 millions de kilomètres carrés de l'océan Atlantique, du pôle Nord au tropique du Cancer. Le commandant suprême allié de l'Atlantique, Saklant, a son quartier général à Norfolk, en Virginie. Sa première tâche, en cas de guerre, serait de protéger les voies maritimes de l'Atlantique. Tous les jours de l'année, plus de 3000 navires marchands alliés transportent les matières premières et les produits finis essentiels à la survie des économies des nations de l'OTAN. Le 3e grand commandement de l'OTAN est le commandement de la Manche, englobant la Manche et les zones sud de la mer du Nord. Sa mission est de contrôler et de protéger la marine marchande traversant la zone. Des bâtiments de lutte contre les mines du Royaume-Uni, de la Belgique, des Pays-Bas, de l'Allemagne et parfois du Danemark constituent la force navale permanente de la Manche, dont le commandement est assuré tour à tour par ces nations. La force navale permanente de la Manche et la force navale permanente de l'Atlantique sont un rappel constant et concret de la solidarité et de la cohésion de l'Alliance Atlantique. L'OTAN est uniquement une alliance de défense, et sa politique est une politique de dissuasion, qui consiste à avertir tout agresseur éventuel que toute attaque de l'OTAN le mettrait lui-même en péril. La politique de dissuasion de l'OTAN
est passé par plusieurs phases pour suivre l'énorme évolution en qualité et en puissance des forces du pacte de Varsovie. La première phase, des années 50, reposa fortement sur l'énorme supériorité des États-Unis dans le domaine des armes nucléaires et la suprématie maritime de l'Ouest pour compenser la supériorité écrasante des forces terrestres et aériennes tactiques de l'Est. Ce fut la période de dissuasion absolue et d'une stratégie de représailles en masse. Dans la seconde phase des années 60, l'Ouest maintint sa supériorité dans les domaines nucléaires et maritimes, tout en affermissant le bouclier des forces terrestres classiques de l'OTAN. Le pacte de Varsovie maintint sa supériorité dans le domaine des forces terrestres et aériennes classiques, tout en augmentant sa capacité d'attaque nucléaire et sa puissance maritime. La troisième phase des années 70 a amené une parité approximative dans les armes stratégiques et les capacités nucléaires tactiques des deux camps. L'augmentation des forces classiques de l'OTAN a été marginale, alors que celle des forces du pacte de Varsovie a atteint des proportions considérables. L'OTAN possède toujours une supériorité maritime, mais les forces navales russes sont présentes dans tous les coins du globe, particulièrement leurs sous-marins, qui peuvent menacer sérieusement les voies de navigation essentielles de l'OTAN. Les forces navales du pacte de Varsovie ne sont pas seulement plus nombreuses, elles sont également devenues beaucoup plus sophistiquées. Le sous-marin nucléaire Delta est équipé de missiles stratégiques dont la portée peut atteindre 7200 km. Le Kiev, de 40 000 tonnes, fut mis en service en juillet 1976. Contrairement aux pays de l'OTAN, la Russie n'a pas de route de navigation essentielle à protéger. Mais elle a cependant construit la flotte sous-marine la plus puissante du monde et la deuxième flotte de surface du monde. L'armement soviétique a atteint des proportions excessives pour les besoins d'une défense légitime. Cette puissance militaire a déjà servi les intérêts politiques soviétiques, de l'écrasement de la révolte hongroise en 1956 à l'invasion de la Tchécoslovaquie en 1968. Les événements en Angola et dans d'autres parties de l'Afrique ont confirmé la possibilité très réelle de l'emploi ou de la menace d'emploi d'une force militaire soviétique dans le monde entier. L'Union soviétique dispose aujourd'hui d'une industrie de construction d'armes pouvant produire 3000 chars par an, 4000 transports de troupes blindées, 1000 pièces d'artillerie, 1000 appareils de combat et 700 hélicoptères. Contre cette puissance militaire soviétique de plus en plus grande et les intentions imprévisibles de ceux qui la contrôlent, il est essentiel que l'OTAN maintienne ses forces défensives à un niveau suffisant pour dissuader tout agresseur extérieur. La stratégie de la riposte flexible de l'OTAN est basée sur la triade des forces classiques, des armes nucléaires tactiques et des armes nucléaires stratégiques. Si la dissuasion ne réussissait pas, il faudrait riposter à l'agression, que ce soit au niveau d'une incursion locale ou d'une attaque classique à grande échelle. Le premier élément de la riposte flexible de l'OTAN est fourni par les forces classiques. On a vu que les pays du pacte de Varsovie ont une vaste supériorité au niveau de leurs forces classiques, qui sont plus nombreuses et dont la qualité s'améliore rapidement. Le deuxième élément de la triade entre maintenant en jeu, les armes nucléaires tactiques. Elles sont un élément puissant de dissuasion ou, en cas de début de guerre, elles contribueraient à décourager une attaque soutenue à grande échelle. Elles démontrent la volonté des nations libres de l'Ouest de faire face à une aggravation du conflit plutôt que de capituler. Et c'est pourquoi nous avons besoin du troisième élément, les armes nucléaires stratégiques. L'OTAN a toujours indiqué qu'elle serait prête à défendre son territoire avec tous les moyens à sa disposition, même si elle devait recourir aux armes nucléaires. Les soviétiques auraient à tenir compte de ce danger en face des gains politiques qu'ils pourraient espérer réaliser en conséquence de leur agression.
La première tâche de l'OTAN est de maintenir une force militaire et une solidarité politique suffisante pour dissuader toute agression et de défendre ses membres en cas d'agression. Sa deuxième tâche, tout aussi importante, est de rechercher, en s'appuyant sur la sécurité et l'assurance qu'offre une dissuasion adéquate, des relations plus équitables, plus stables et plus paisibles entre l'Est et l'Ouest par une politique de détente. Chaque délégation nationale est menée par un représentant permanent ayant le rang d'ambassadeur, assisté de personnels plus ou moins nombreux. Tous suivent les instructions provenant de leur capitale. Le Conseil dispose ainsi d'un atelier diplomatique unique en son genre, facilitant et expédiant les consultations politiques entre les alliés. Chaque réunion du Conseil ou d'un comité subordonné équivaut à 105 échanges bilatéraux. Dans les pourparlers entre les États-Unis et l'Union soviétique sur la limitation des armes stratégiques, l'objectif est de contrôler et finalement de réduire l'importance et le nombre des armes nucléaires stratégiques. Il est très évident que l'intérêt de toutes les nations de l'OTAN est en jeu. Ainsi, les pourparlers SALT sont menés par les États-Unis en rapport très étroit avec leurs alliés grâce aux structures de l'OTAN. L'Alliance assure le rôle d'administrateur dans les négociations sur les réductions mutuelles et équilibrées des forces. La position des alliés sur toutes les questions politiques et stratégiques est élaborée et convenue à Bruxelles, puis transmise au groupe ad hoc de négociateurs alliés à Vienne. De cette manière, l'entière négociation qui vise à créer un équilibre militaire durable en Europe centrale par une réduction des forces et des armements à un plafond commun est dirigée par le Conseil de l'Atlantique Nord. Une autre série de négociations a été menée par la République fédérale d'Allemagne avec ses voisins de l'Est et l'Union soviétique, amenant une transformation des relations entre la République fédérale et ces pays. Les pourparlers, qui eurent des conséquences d'une énorme portée sur la sécurité, ont naturellement énormément intéressé tous les alliés et ont bien entendu également donné lieu à de nombreuses consultations. Des négociations eurent lieu entre 1973 et 1975 sur la sécurité et la coopération en Europe. Négociations auxquelles prirent part 33 États européens, de même que les États-Unis et le Canada. Préalablement aux premières rencontres à Helsinki, les pays membres de l'Alliance examinèrent tous les aspects des futures négociations et harmonisèrent les positions et objectifs généraux. Les alliés continuèrent à se consulter régulièrement, tout le temps de la conférence, durant laquelle, parmi les nombreux problèmes affectant la paix et la sécurité, le problème de la libre circulation des personnes et des idées fut mis à l'ordre du jour des relations entre l'Est et l'Ouest pour la toute première fois. Et ces consultations ont continué lorsque les pays alliés ont encouragé les pays du pacte de Varsovie à respecter les dispositions de l'acte final d'Helsinki. Mais plus de 30 ans de paix en Europe et une amélioration dans le dialogue entre l'Est et l'Ouest ne peuvent cacher les réalités qui nous divisent. Le rideau de fer entre l'Est et l'Ouest grandit encore. De nouveaux champs de mines, des clôtures toujours plus hautes, des projecteurs plus puissants, de plus en plus de mitrailleuses, des tours d'observation plus hautes pour empêcher les gens de sortir et l'information de pénétrer. Des millions de gens en Union soviétique et en Europe de l'Est sont privés des libertés humaines les plus fondamentales. Ils ne possèdent pas notre liberté de conscience ou de religion, ni notre liberté de parole et d'action. Et ils sont privés des institutions libres qui permettent la réforme sans violence.
potentiel militaire de l'Union soviétique et des pays du pacte de Varsovie est en augmentation constante et a depuis longtemps dépassé leurs besoins de défense légitime. Pour l'Ouest, la sécurité reste la première condition essentielle à la survie de la liberté. Mais la liberté peut se perdre autrement que par agression militaire. Elle peut se trouver progressivement érodée par une pression politique s'appuyant sur une puissance militaire. L'OTAN offre le bouclier qui permet à chaque allié de choisir son avenir. Mr. President, on behalf of the people of the United States, I welcome here today our closest friends and allies, the leaders of the North Atlantic Alliance. Les pays de l'Alliance Atlantique sont décidés à sauvegarder la liberté, le patrimoine et la civilisation de leur peuple, fondés sur des principes de démocratie, de liberté individuelle et d'autorité de la loi. Achieving a fuller and a happier life for all our citizens. Un gouvernement élu par le commun accord du peuple est la seule forme de gouvernement en harmonie avec la dignité de l'homme et la juste expression de l'esprit humain. Et c'est cet héritage que nous sommes tenus de remettre à la postérité.